Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts. Bonjour à tous, bienvenue dans ce Trendstalk. Nous allons parler aujourd'hui de défense, d'énergie, avec une société qui est un des fleurons certainement de la Wallonie, j'ai nommé John Cockerill, et on reçoit pour en parler son CEO Jean-Luc Morange. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Vous avez beaucoup de sujets dont on va parler avec vous. Donc, vous êtes en fait une entreprise qui est un peu au cœur des enjeux stratégiques du moment, c'est peu dire. Tout à fait. La défense, l'énergie. Alors, on a un État, une Europe et un État belge qui sont assez actifs dans ces domaines-là. C'est bienvenu aujourd'hui d'avoir des autorités publiques stratèges dans ces domaines-là? Oui, tout à fait. D'abord, je voudrais revenir à l'histoire de notre groupe. Le groupe qui a été créé en 1817, donc avant la Belgique, mais dès 1830 a été actif à l'époque déjà dans ces secteurs qui étaient stratégiques, l'énergie et la défense. Et l'histoire se répète, puisque aujourd'hui, effectivement, vous l'avez mentionné, le secteur de la défense redevient un secteur stratégique pour l'ensemble des pays, mais notamment la Belgique. L'énergie redevient aussi un enjeu stratégique. Et je dirais même l'industrie, qui est le troisième secteur chez nous. Et donc on est actif dans ces trois domaines. Vous êtes au cœur de tout. Et d'ailleurs, il y a une annonce qui a été faite par le gouvernement belge qui a annoncé un deal, ou en tout cas une négociation avec Engie pour reprendre les centrales nucléaires belges, pour faire court. Ouais. Et en fait, John Cockerill, même là, vous avez été présent. Alors, peu de gens s'en souviennent, mais c'est CMI à l'époque, qui ne s'appelait pas John Cockerill, mais qui a fait le programme d'installation des centrales belges dans les années 70 sous licence Westinghouse. Et d'ailleurs, quand vous allez à Seraing, vous avez encore les équipements qui permettaient des gros ponts roulants, des grosses pièces forgées qui permettaient... Vous avez encore cette expertise-là? Alors, on a encore cette expertise-là. Alors, ce que l'on faisait aujourd'hui, et ce que l'on fait encore aujourd'hui, on en fait l'entretien. On fait l'entretien des centrales belges et françaises, d'ailleurs, pour EDF. On est aussi un acteur dans tout ce qui est refroidissement de ces centrales. C'est une des activités du groupe Amont qui, quand vous voyez des centrales nucléaires, vous voyez toujours une grande tour en béton avec de la fumée. Voilà, il y a la totalité des centrales belges, une grande partie des centrales françaises sont refroidies par des équipements qui ont été installés par Amont. Vous avez déjà été tapé à la porte du gouvernement fédéral belge en disant n'oubliez pas qu'on pourrait jouer un rôle, ou bien on ne joue pas comme ça? Alors c'est peut-être un peu trop tôt, mais il est clair que ce premier pas qui a été fait par le gouvernement qui dit je rachète... Pas rien, hein? Je rachète les assets. Il semble évident que derrière, si on rachète les assets, il faut trouver un opérateur. Ça, on ne peut pas être un opérateur, mais il faudra trouver un opérateur. Et puis, il faut trouver quelqu'un qui fait l'engineering, qui fait les expertises, qui en fait la maintenance. Et là, vous pourriez être un des acteurs... Je dirais qu'on pourrait être un des acteurs. En tout cas, on en a la légitimité. Et l'histoire. Voilà. Vous voyez, comme quoi on a parfois des surprises. Bon, on va parler d'un autre domaine stratégique qui est important pour vous, qui est la défense. Est-ce que le contexte géopolitique actuel, alors personne ne se réjouit évidemment des tensions militaires et autres, mais est-ce que c'est quand même pour vous, est-ce que ça vous donne des ailes quelque part ? Bon, ça, c'est clair, et vous l'avez dit, qu'on ne peut pas se réjouir de cet environnement actuel, mais néanmoins, je dirais, il nous rappelle une réalité qui est celle-là, c'est que malheureusement, le monde n'est pas paisible et qu'il y a des conflits, et que la meilleure façon d'ailleurs d'éviter ces conflits, c'est de ne pas être en position de faiblesse et d'être capable de se défendre. Ceci étant dit, donc effectivement, on voit bien sur différents endroits. Donc, en Europe, les efforts qui sont faits par les différents pays pour arriver, je dirais, à répondre aux critères de l'OTAN de dépenses qui sont plus de l'ordre maintenant de 3,5% du PIB que de 2 d'ailleurs, qui étaient les choses. Donc tout ça se traduit effectivement pour l'ensemble des pays par des dépenses accrues en termes d'équipement de défense. Et nous y avons notre part, et donc ça se traduit pour nous à la fois du côté français et plus récemment du côté belge par un volume de commandes qui est en croissance. Vous avez cité des chiffres récemment, c'est important quand même. Oui. Donc on a pris plus de 2 milliards de commandes au niveau du groupe sur l'année 2025. La moitié de ces prises de commandes sont dans le secteur défense. Donc c'est important.
On peut voir aussi ce chiffre d'une autre façon, ça veut dire qu'on fait aussi 1 milliard en dehors de la défense. Oui, absolument. Mais bon, on en parlera aussi d'ailleurs, voilà. On en parlera absolument. C'est vrai qu'un milliard de prises de commande dans la défense en 2025, c'est un chiffre important, et je dirais que même derrière, les perspectives 2026 sont encore supérieures. Donc les commandes suivent, quoi. Il y a des paroles, mais il y a aussi des actes. Et même notre déclaration de commande est assez prudente. J'avais eu une remarque d'un des journalistes récemment qui a dit « Mais rien que le contrat des camions que vous avez pris en France fait 2,2 milliards, donc vous n'avez rien fait d'autre. » Non, notre entreprise déclare le chiffre d'affaires de façon lissée. Et donc, par exemple, le contrat des camions de 2 milliards, nous avons déclaré 350 millions pour ce contrat dans la prise de commande. Donc ça veut dire que c'est les camions logistiques pour l'armée française. Tout à fait, tout à fait. Et vous aviez, dans ce cadre-là, que vous avez fait le partenariat, enfin vous avez racheté Arcus, c'est ça, qui est un acteur... Alors on avait racheté Arcus avant. Oui, avant, bien sûr. Avant, mais c'est Arcus qui est effectivement l'acteur de ce contrat, en partenariat avec Daimler-Benz, donc le fabricant de poids lourds allemand, et c'est la combinaison des deux. Daimler offre la base camion, je dirais, civile, et nous en faisons toute la militarisation. C'est un signal fort. D'abord, c'est un contrat important, 2,2 milliards d'équipements. Donc à ça, il faudra rajouter la maintenance, tout ce qui est... Ce que vous faites aussi pour l'armée belge, ce que l'on fait pour l'armée belge, ce que l'on fait pour l'armée française. Donc il faudra rajouter ça. C'est un signal fort parce que, justement, ce contrat nous a été attribué après le rachat d'Arcus. Ça veut dire la confiance du gouvernement français et de la DGA vis-à-vis de John Cockerill et de son implantation en France. Donc, et ça veut dire que vous êtes un acteur aujourd'hui européen, on peut le dire comme ça ou Oui, on est un acteur européen puisqu'on a un pied dans les deux pays. Si on regarde un peu, on a aussi une légère, on n'en parle pas souvent, une petite activité en Italie. Mais donc, ça veut dire que la consolidation du secteur de la défense au niveau européen est en marche, ou bien on ne raisonne pas comme ça? Si, alors elle est en marche, mais j'ai l'habitude de dire que les industriels de la défense enclencheront vraiment ce mouvement si, en face de ça, il y a des objectifs commerciaux et industriels qui ont du sens. Pourquoi nous, ça avait beaucoup de sens que nous rachetions Arcus, et pourquoi cet attelage franco-belge ou belgo-français a du sens. Parce que derrière, il y a des programmes d'achat communs qui ont été décidés entre la France et la Belgique, le programme Scorpion en France, le programme Camo en Belgique. Et donc, quand vous avez cette logique de commande, derrière, les industriels peuvent aller derrière et faire des alliances, parce que on va chercher de la valeur sur de plus gros contrats et tout. Pour que ce mouvement dans la défense européenne continue, il faudrait qu'il y ait aussi, au niveau européen, des projets un peu plus larges et un peu plus massifs. Aujourd'hui, c'est le gros problème de la défense européenne. Chaque pays a son projet. Non, on l'a vu dans l'avion de combat, voilà. C'est un peu l'illustration de ça, mais malheureusement. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Chaque pays fait un projet de développement pour ses équipements, et une fois que le véhicule est développé, derrière on l'amortit sur 300, 400 unités. Donc beaucoup de frais de développement amortis sur des faibles quantités industrielles. Si vous aviez à l'échelle européenne, par exemple, des spécifications communes, si les gens se mettaient d'accord pour dire allez, le futur char c'est ça, le futur véhicule c'est ça, projet de développement une fois, et pas 7 fois, 8 fois. Vous êtes en demande de ça, vous? Et amortissable sur des volumes qui seraient 5, 6, 7 fois. C'est ce qui fait la force des États-Unis. Oui, vous êtes en demande de ça, vous seriez prêt évidemment à travailler dans cette perspective. Bien sûr, on est en demande de ça, et très honnêtement, aujourd'hui, le fait que nous soyons déjà dans 2 pays, que nous ayons un chiffre d'affaires conséquent dans la défense, fait que dans ces discussions qui pourraient avoir lieu, je dirais on a une meilleure position, et on est en position de discuter, parce que n'oublions jamais, dans ce monde-là, quand on parle de consolidation, il vaut mieux être celui qui consolide, le consolidateur, que celui qui est consolidé. C'est vrai. On sait que la guerre, encore une fois, on ne la salue pas, évolue. On a vu notamment le conflit ukrainien, mais même le conflit au Moyen-Orient maintenant, ont montré qu'il y a d'autres manières de faire conflit, notamment les drones, qui ont pris une place considérable, sur lesquelles, dit-on, on est un peu en retard. Est-ce que ça, c'est des choses sur lesquelles vous avez des projets? Est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous pourriez, ou vous êtes en train de vous positionner? Alors, on a des projets dans 2 domaines.
Le premier domaine, c'est comment arriver à neutraliser ces drones. Oui, c'est plus l'anti-drone. Oui. Et je dirais avec des solutions économiquement viables. Parce que la problématique des drones, c'est que des équipements qui ont une valeur, on parle dans ces cas-là de milliers d'euros, sont capables de neutraliser des équipements qui, eux, en valent des millions. Et donc, il faut aussi trouver des moyens de les neutraliser qui soient économiquement viables. Quand on entend parfois que des avions de chasse tirent sur des drones, quand vous connaissez l'heure de vol d'un avion de chasse, c'est quand même... Oui, ou qu'on envoie des missiles... Des missiles, voilà. Ouais. Alors nous, dans notre activité tourelle, on a la capacité, en intégrant ce qu'on appelle les projets CUAS, donc, de détecter ces drones aériens, de les détecter à peu près entre 500 et 700 mètres, et grâce à nos tourelles de petit calibre, dans des calibres de 12,7 ou de 20 à 30 mm, d'avoir une force de tir très, 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 très forte, très rapide, qui permet de les neutraliser. Et ça, c'est une solution économique qui permet de neutraliser les drones. Donc ça, c'est le premier aspect. On a cette offre-là, elle a été démontrée, elle a été testée par l'armée française, elle va bientôt l'être par l'armée belge, et qui va lancer d'ailleurs très prochainement un appel d'offres sur ce sujet-là, et donc on sera à même d'y répondre. Donc votre carnet de commandes va encore augmenter. On sera à même d'y répondre, après... c'est pas vous qui décidez. Voilà. Le deuxième sujet, c'est les drones terrestres. On doit être à même aussi de proposer une offre de drones terrestres avec les mêmes caractéristiques que l'on voit aujourd'hui sur le marché des drones. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est robuste, qui est simple, qu'on sait produire en grande quantité ou en très grande quantité, qui n'est pas coûteux, et encore une fois, qu'on arrive vraiment à produire en masse. Et ça, on a un projet pour le faire. Juste un petit aparté, un drone terrestre, c'est plus compliqué qu'un drone aérien ou un drone naval. Ouais. Ben, l'environnement dans lequel vous évoluez, la géographie, les plein d'obstacles. Bon, l'air, c'est quand même encore un espace qui est assez... je ne dis pas qu'il n'y a pas des turbulences, il y a des choses comme ça, mais donc vous voyez très bien que c'est assez compliqué, puisque effectivement, ces drones ont une complète autonomie et sont... Donc on a travaillé là-dessus. La logique, c'est quoi? C'est d'aller chercher des technologies ou des sous-ensembles existants qui sont produits en grande quantité et de façon massive et de les intégrer pour faire ce drone-là. Et quand vous réfléchissez à ça, quelle est l'industrie qui aujourd'hui est dans cette production massive d'un certain nombre de pièces? Vous rapprochez probablement de l'automobile et des sous-traitants automobiles, et nous ferions la partie automatisation, la partie militarisation, la partie feu. Ça peut aller vite en fait, ça. Ça peut aller très très vite, et on a très bientôt le salon Eurosatory qui se tiendra mi-juin à Paris, et à cette occasion-là, on dévoilera cette solution que nous avons conçue, alors pas tout seul, mais avec un partenaire, mais qui répond à ce que je vous ai dit en introduction, pas cher, produire en grande quantité, fiable, robuste. Alors, vous avez dit, ce carnet de commandes, c'est de belles promesses. Oui. Vous avez dit, il y a 1 milliard dans la défense, il y a 1 milliard dans le reste. Il y a une activité qui est importante pour vous, mais qui est parfois à géométrie variable dans son succès ou ses perspectives, c'est l'hydrogène, je ne me trompe pas. Est-ce que ça, c'est un vecteur important de développement pour John Cockerill? Alors, l'hydrogène, ça reste un vecteur important pour John Cockerill. Il faut, je dirais... bien réalisé aujourd'hui dans quelle situation. Il y a un moment où le marché s'est un peu enflammé, je dirais aux alentours de 2021, 2022, 2023. C'était un peu virtuel. Et en gros, on a dit l'hydrogène, c'est la solution à tout. L'aviation, les camions, la décarbonation de l'industrie sidérurgique et tout ça. On a juste oublié une petite chose, c'est que pour faire de l'hydrogène vert, il faut de l'électricité renouvelable. Enfin, décarbonée. Ou décarbonée. Ouais. Mais en grande quantité et à des prix compétitifs. Et effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas, dans les pays européens, dans cette zone européenne, de l'électricité en quantité. Donc la filière est compliquée à mettre en place. Donc la filière est un peu compliquée. Voilà. En dehors de l'Europe, vous avez plein de zones où aujourd'hui, du renouvelable en grande quantité, que ce soit du solaire ou de l'éolien, plus batterie, parce que vous avez aujourd'hui du solaire qui est à moins de 10 € du mégawatt. Vous rajoutez les batteries, vous êtes à moins de 30 € du mégawatt. Et vous avez de l'énergie renouvelable
en grande quantité, ce qu'on appelle en baseload, donc sans fluctuation. Et là, les projets se font. Les projets se font au Moyen-Orient, les projets se font en Inde, les projets se font dans ces zones-là. Oui, c'est beaucoup l'Asie et l'Orient, quoi. Voilà, parce qu'ils ont la capacité à développer des champs solaires de façon rapide. Et donc là, le marché il continue. mature quelque part. Oui, il n'a pas besoin d'être subventionné. Le modèle économique fonctionne et donc les choses se passent. Ça ne veut pas dire que le marché européen est mort. Il sera probablement moins important qu'initialement prévu. Ça prendra un peu plus de temps. Mais nous sommes présents dans les deux types de marchés, le marché européen et le marché export. Il fut un temps, on parlait de grandes usines potentiellement en Europe. C'est pas pour tout de suite, ça. Les usines en Europe, on les a. On a une usine qui fabrique les électrolyseurs, les pièces des électrolyseurs qui est en Alsace. Ouais, en Alsace. Et sur le site de Seraing, on fait l'assemblage de ces électrolyseurs et on vient d'en livrer 4 électrolyseurs de 6,5 MW pour notre projet Eye of Wind et qui est en train d'être monté. On est en train de prendre un projet aux Pays-Bas. Donc il y a un marché. Mais il y avait par exemple des projets avec l'industrie qui sont plus... Oui, alors la décarbonation d'aujourd'hui de la sidérurgie, par exemple si vous prenez l'usine de Gand, dans laquelle il aurait fallu l'équivalent d'une centrale nucléaire en termes d'énergie. Justement, l'accord, ça pourrait aider Oui, mais même ce nucléaire-là, je ne sais pas à quel prix il sort, mais il n'est pas à 30 €. Et donc voilà, donc ça c'est important. Je crois qu'il est aussi important par rapport à ce démarrage un peu plus lent du marché européen, que l'on ne soit pas naïf sur les technologies. J'ai vu les mesures qui ont été prises sur les ondulateurs pour tout ce qui était énergie solaire, dans lesquelles on a arrêté de tourner autour du pot et on a dit on ne veut plus d'ondulateurs chinois. Parce que c'est une pièce stratégique dans la filière. Je pense qu'on devrait adopter la même mesure sur les électrolyseurs, en disant le marché tarde à décoller, mais il est prometteur. Ne laissons pas sur ce segment-là rentrer des acteurs chinois qui vendent en gros en dumping sur ce marché-là. Et donc, j'incite les politiques et l'ensemble des producteurs d'électrolyseurs en Europe, que ce soit Siemens, Thyssen, Nucera, Nel ou nous-mêmes, nous battons assez fortement auprès de Bruxelles en disant cette technologie, elle est critique, il faut la préserver. On a parlé d'autonomie stratégique, vous dites il faut se protéger aussi, quoi. En tout cas, quand c'est nécessaire, pas pour le faire dans le protectionnisme facile, non, mais là, il y a des concurrences déloyales, en fait. Voilà. Ouais. Donc, c'est pas du protectionnisme BA. Mais on ne peut pas être non plus le dernier de la classe. Les États-Unis se protègent, l'Inde se protège, et l'Europe resterait un marché dans lequel on ne protège pas sa technologie. Non, ça n'est pas possible. Il faut qu'on prenne ces mêmes mesures pour protéger les secteurs stratégiques de l'économie européenne. Sinon, on est mort. Est-ce que vous êtes de ceux qui disent que la compétitivité est évidemment parfois... handicapés, on a parlé du coût de l'énergie, on pourrait parler du coût des salaires, l'indexation automatique, etc. Est-ce qu'il y a des choses à faire? Est-ce qu'il y a des choses qui se font? Est-ce que la prise de conscience est suffisante aujourd'hui? Alors, pas suffisamment. Je crois qu'on est en train de toucher aujourd'hui la problématique du coût de l'énergie, la problématique de l'indépendance énergétique. On voit bien à quel point on est encore dépendant des énergies fossiles directement ou indirectement qui sont produites dans le Golfe. Il faut qu'on fasse attention aussi à l'évolution de notre compétitivité au niveau salarial. Nous sommes, une entreprise d'engineering. Donc on est beaucoup dans l'innovation, nouveaux process et tout ça. Mais il faut être vigilant, quoi. Et je suis personnellement, même s'il y a des avancées qui ont été faites sur le sujet de l'indexation des salaires, je crois qu'il faut être très vigilant au fait qu'on ne peut pas avoir dans nos domaines, c'est très difficile de récupérer des 4, 5, 6% d'augmentation de salaire. Quand vous êtes parce que vous avez des profils quand même déjà assez... Alors, effectivement, le fait que le plafond à 4 000 € a fait qu'une partie des gens qui travaillent chez nous ne sont plus considérés
Oui, donc la sur fameuse l'indexation. réforme. Bon, même si, je vous rappelle, nous versons la moitié du gain à l'État. Ouais. C'est un demi-cadeau, on va dire. Voilà, c'est un cadeau partagé. Mais néanmoins, il faut faire attention à cette évolution-là, parce qu'elle rend à terme. Là, les gens disent, oui, mais dans le temps, ça se récupère. Oui, mais le jour où vous le payez, vous avez déjà, dans les 2 premières années, un déficit de compétences par rapport à des gens... on parle de l'Allemagne, on parle des Pays-Bas, on parle de... Vous ne s'oppose pas de la même manière. Voilà, donc on est, c'est vrai, cohérent avec le Luxembourg. Je pense que le Luxembourg n'a pas le même problème que la Belgique. Est-ce que John Kekril, c'est évidemment, alors, ça a été une entreprise dont le fier passé a été associé à des heures glorieuses pour la Wallonie. Il y a une histoire conjointe qui est forte. Est-ce que cet ancrage-là, il reste vibrant chez vous? Oui. Alors, le groupe est international. Bien sûr. On est 8600 personnes, on est présent, alors effectivement, un peu plus intensément maintenant en France avec le rachat d'Arcus, on est présent en Inde, en Chine, aux États-Unis, mais je l'ai dit, et pour faire un lien avec le sujet nucléaire dont on a parlé tout à l'heure, le réacteur... Il est le cœur du réacteur, il est là. C'est là où se fait une grande partie de la R&D, c'est là où se fait l'innovation, c'est là où se font les développements sur les projets, c'est là où se gèrent aussi les projets compliqués. Donc le cœur du réacteur, il est là. Et il se sent bien là? Il se sent bien là. L'actionnaire principal tient à ce qu'il reste là. Ça, je crois que c'est une volonté très claire. Et d'ailleurs, je crois que à la fois l'État belge et la région nous ont montré récemment qu'ils étaient supportifs de cet ancrage. Je rappelle que l'État belge est actionnaire à 10% de notre activité défense, donc au même niveau que l'État français. Et je rappelle que à la fois la SFPI, à la fois Wallonie Entreprendre et puis plus récemment Fluxis ont investi dans notre activité hydrogène. Donc je dirais cet ancrage, il y a une volonté de l'actionnaire, il y a aussi des premiers pas qui sont faits par à la fois la région et l'État pour dire, on l'a dit en introduction, notre activité est stratégique, et donc il est tout à fait doublement stratégique, on l'a dit. Légitime, voilà. Et donc voilà. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en Wallonie, en Belgique, enfin, il y a des compétences particulièrement excellentes, parce que vous avez besoin de compétences. Vous êtes non, il faut pas sous-estimer, je dirais, la capacité d'engineering, d'innovation que l'on a ici en Belgique. En être fier, quoi. Ah non, mais clairement, nous sommes sur des marchés qui sont des marchés à l'export. Ce n'est pas, alors récemment, oui, la défense, c'est pas la Belgique qui nous a donné notre carnet de commandes. Si on prend la part belge dans les 2 milliards, il est très... Je dirais même si on prend la part européenne. Donc ça veut dire que de tout temps, on a été chercher des projets à l'international en compétition ouverte. On l'a dit tout à l'heure, c'est pas la main-d'œuvre, c'est pas le coût de main-d'œuvre qui nous fait la différence. Donc on se doit. Pas encore les centrales. On se doit d'être innovant. On se doit d'arriver avec des projets qui répondent aux besoins des clients et qui amènent de la valeur. Et ça, on sait le faire. Et vous avez plein d'exemples. L'écoute des besoins, on a parlé des drones tout à l'heure. Enfin, c'est de trouver des nouvelles perspectives. Regardez, aussi. Les centrales solaires à concentration. Ils ont été conçus chez nous. La tourelle modulaire pour la défense, conçue à Seraing. Les nouveaux systèmes de dépôt métalliques pour les tôles d'acier, ce qu'on appelle le dépôt sous vide, conçus en Belgique. Une technologie comme Volteron, qui est la fabrication d'acier par électrolyse, Belgique. Les électrolyseurs, Belgique. Donc, dans tous nos domaines dans lesquels nous sommes présents, je dirais, il y a une volonté d'entreprendre, et ça, l'actionnaire joue son rôle à plein en acceptant de prendre des risques. Il y a la qualité des gens qui nous rejoignent et qui travaillent sur le sujet. Il y a aussi l'environnement, où on permet à l'innovation de se faire, parce que permettre l'innovation, c'est accepter que des fois, il puisse y avoir des sujets qui marchent moins bien. Mais très honnêtement, on est très fiers de notre ancrage et on est très fiers des capacités des personnes. Et par ailleurs, ça porte ses fruits. On a parlé des commandes, si je ne me trompe pas, John Kekril, elle a déjà... Ces dernières années, elle a doublé de volume, voire même, en tout cas, ça a été spectaculaire. Quand M. Seraing a repris l'entreprise en 2002, le groupe faisait moins de 300 millions de chiffre d'affaires.
C'est ça. C'est considérable. Donc aujourd'hui, on est sur la voie des 2 milliards. Ouais. Tout ce chemin a été fait, je le rappelle aussi, nous sommes un groupe privé, actionnaire privé familial. Tout ce chemin, cette croissance, elle a été faite, je dirais, à partir des résultats que notre groupe a générés. Et donc, c'est une croissance qui s'est faite de façon endogène. Et on veut continuer à grandir. Alors, il y a certes des activités comme l'hydrogène qui ont pris plus de temps pour maturer. Donc là, on a été amené à avoir d'autres investisseurs. Je pense que la cible des 2-3 milliards est accessible pour notre groupe sur les domaines sur lesquels nous sommes positionnés. Il faut qu'on arrive à générer les moyens financiers pour accompagner cette croissance, soit les générer nous-mêmes, soit trouver des partenaires qui viendront avec nous pour gérer, participer à cette croissance. Vous êtes une belle vitrine de cette Wallonie qui a changé finalement aussi, parce que c'est vrai qu'on associe évidemment Cockerill, on l'a parfois associé à la sidérurgie et des grandes usines qui pour certaines ont malheureusement disparu. Vous savez qu'il y a eu une visite royale, malheureusement ils ne sont pas passés chez vous, c'est une erreur, mais il y a une visite royale pour montrer un peu les facettes de la Wallonie et de la Flandre récemment. Quel bel exemple qu'une entreprise comme ça qui a su et qui se réinvente en permanence, en fait. On va fêter l'année prochaine notre 210e anniversaire. 210e. Si le groupe n'avait pas été à même de se réinventer à échéance régulière, de se repenser, d'aller sur des nouvelles technologies, on n'existerait plus. On n'existerait plus. On serait un dinosaure qui aurait des... Non, on a gardé cette agilité, on a gardé cette curiosité, on a gardé cette facilité à réagir. Et je pense que c'est important. On parle aujourd'hui d'un environnement qui est complètement imprévisible. En tant que nouveau CEO chez John Cockerill, bon, évidemment, tout le monde dit on va travailler sur une stratégie à l'échéance 2030. Oui, c'est compliqué c'est compliqué parce que prenez ce qui s'est passé dans les 6 dernières années. Qui avait prévu le Covid? Personne. Qui avait prévu l'Ukraine? Personne. Qui avait prévu le conflit dans le détroit d'Ormuz? Personne. Donc, si vous voulez, votre environnement, il bouge. C'est imprévisible, ça arrive très rapidement. Moi, je crois que la force d'une entreprise, ça reste sa capacité à s'adapter à un environnement qui change et qui change vite, de s'adapter à des technologies qui changent et qui changent vite. C'est pareil, le monde technologique, l'IA il y a 5 ans, vous en parliez peu aujourd'hui. Et donc, c'est ça, le monde va vite, le monde technologique va vite, la géopolitique évolue rapidement. Que fait une entreprise au milieu de ça? Elle s'adapte, et elle s'adapte vite. Et nous, le fait d'avoir plusieurs domaines, plusieurs technologies, fait qu'on n'est pas sur un simple monocréneau, on a plusieurs leviers qui nous permettent de nous adapter. Aujourd'hui, dans cette interview, vous me parlez de défense et de nucléaire. Il y a 5 ans, on n'aurait jamais évoqué. C'était même tabou presque. C'était presque tabou. Donc voilà. Donc vous comprenez que c'est ce qui fait la force. Notre taille, même si le groupe a grandi, nous permet de réagir rapidement. La façon, la gouvernance nous permet aussi de réagir facilement, et l'état d'esprit des gens aussi, la curiosité. Vous avez dit incidemment le nouveau CEO, mais en fait pour vous c'est un retour aux sources, parce que vous aviez déjà été CEO de l'entreprise, et puis il y a eu François Michel qui est parti. Racontez-nous sans rentrer dans la cuisine indiscrète, mais... Bon, vous connaissez François Michel, je crois que vous l'avez reçu ici. Tout à fait. François a fait d'ailleurs, durant son passage chez nous, un travail remarquable que je tiens à saluer. Vous étiez toujours président du conseil d'administration, je ne me trompe pas, vous étiez toujours là. J'étais dans le conseil d'administration. Moi, j'étais dans le conseil d'administration du groupe, le conseil d'administration de l'hydrogène, de la défense et des filiales avec technique. Donc j'avais jamais perdu le regard. J'étais toujours... mais entre être dans les conseils d'administration et être dans l'opérationnel, c'est pas la même chose. Mais néanmoins, donc François et ses équipes ont fait un remarquable travail. Bon, il est sûr que le profil de François faisait que on savait dès le début qu'il évoluerait probablement en dehors du groupe à un moment donné. Il a eu une opportunité qui est arrivée un peu plus tôt que prévu, il l'a saisie, bon, ben voilà, c'est la vie. Du coup, vous, c'était naturel de dire je reviens... Alors, c'était naturel, le groupe, je le connais. Vous l'aimez? Je l'aime. J'ai une profonde attirance pour le groupe, j'ai un profond respect pour son actionnaire, la famille Serin. Et donc, bon, quand le conseil d'administration m'a demandé de reprendre le rêne, je l'ai fait bien volontiers.
Et très clairement, pas dans une idée de faire un CEO ad interim pour quelques mois. C'est de me réinscrire. Il y a une vraie ambition derrière. Tout à fait. Et on en a parlé. Et tous les sujets dont on parle aujourd'hui sont passionnants. Elle est belle et elle fait du bien, cette ambition-là. Merci beaucoup Jean-Luc Morange. Merci à vous. Merci à tous d'avoir suivi ce Trendstall qui montre que la Wallonie se réinvente et garde des fleurons qui ont un nouveau visage. C'est bien, c'est à suivre. Merci à tous et à la semaine prochaine. C'est tout pour aujourd'hui. Vous vous intéressez aussi à l'actualité boursière et au conseil des investisseurs. Alors retrouvez-nous également sur le canal Trends Bourse. À très bientôt ici sur Trends Tendance et sur Trends Bourse. Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.